Bienvenue dans le débat de France 24. Des soldats occidentaux en Ukraine. Emmanuel Macron a brisé un tabou lundi soir en avançant pour la première fois cette possibilité. Rien n'est exclu, a-t-il déclaré. Un changement de ton de la part du chef de l'État, pendant longtemps considéré comme l'un des maillons faibles du soutien à l'Ukraine en Europe. Après ces déclarations, Emmanuel Macron s'est retrouvé pourtant très isolé. La plupart de ses partenaires européens ont balayé cette hypothèse. Et en France, il a été vivement critiqué par toutes les oppositions. Alors comment expliquer ce net durcissement de ton vis-à-vis de Moscou de la part d'Emmanuel Macron? Emmanuel Macron qui a longtemps appelé à ne pas humilier la Russie. Pourquoi une telle déclaration maintenant? Outre un message à destination de la Russie, faut-il y voir aussi le début de la bataille des Européennes? On va en débattre avec nos invités ce soir. À mes côtés, Richard Verly, correspondant international pour le quotidien suisse Blick. Bonsoir. Bonsoir. Richard Verly, vous revenez d'ailleurs d'Ukraine. Absolument. Vous y avez passé une dizaine de jours. C'est ça, tout à fait. Et je suis rentré lundi au moment où Emmanuel Macron a fait cette annonce lundi soir. Controverse. À vos côtés, Renaud Girard, bonsoir. Vous êtes grand reporter, chroniqueur international au Figaro. Et tous les mardis, on peut retrouver votre chronique internationale dans le quotidien. À mes côtés également, Nicolas Tenzer, bonsoir, enseignant à Sciences Po Paris, chercheur associé au Center for European Policy Analysis, auteur de Notre guerre, on va le voir à l'écran, Le crime et l'oubli pour une pensée stratégique aux éditions de l'Observatoire. Et puis à vos côtés, Pascale Joannin, directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. J'aimerais d'abord, si vous le voulez bien, qu'on regarde l'ensemble des réactions depuis le début de la semaine à ces déclarations d'Emmanuel Macron, alors qu'aujourd'hui, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, lui, était dans les Balkans à la recherche de nouveaux soutiens. On va voir ça tout de suite et puis on en reparle juste après. Inlassablement, Volodymyr Zelensky poursuit sa tournée internationale pour mobiliser ses soutiens. Après l'Arabie Saoudite, le président ukrainien est en Albanie, mais toujours aucune réaction aux propos d'Emmanuel Macron sur l'envoi de troupes occidentales en Ukraine. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Jusqu'à présent, le président français n'a reçu qu'une fin de non-recevoir de la part des alliés de l'Ukraine. Berlin, Londres, Varsovie, Madrid, Bratislava, Zagreb et Washington sont tous sur la même ligne. Outre le fait que le président a clairement indiqué que les États-Unis n'enverraient pas de troupes combattre en Ukraine, le secrétaire général de l'OTAN a exclu l'envoi de troupes de l'OTAN en Ukraine. Fondamentalement, nous pensons que le chemin de la victoire pour l'Ukraine passe par la Chambre des représentants des États-Unis. C'est ce dont l'Ukraine a le plus besoin. Elle a besoin du supplément de sécurité nationale que le président a proposé pour fournir à l'Ukraine les armes et les munitions dont elle a besoin pour se défendre et continuer à lutter courageusement. À Moscou, la réaction est cinglante. Toute intervention au sol en Ukraine ne serait pas dans l'intérêt des Occidentaux. Il me semble que ceux qui non seulement expriment de telles pensées, mais qui les laissent même entrer dans leurs esprits, devraient employer leur esprit à des choses plus rationnelles et moins dangereuses pour l'Europe. Sur le terrain, Moscou poursuit son avancée face à des troupes ukrainiennes en manque d'hommes et de matériel. Après Avdiivka, le drapeau russe flotte désormais sur le petit village de Lastochkine, à quelques kilomètres plus à l'ouest. Pascale Joannin, est-ce que c'était prévisible ce désaveu de la part des Européens après ces déclarations lundi soir d'Emmanuel Macron? Alors, c'était à prévoir parce que les Européens sont dans une sorte d'une naïveté qui leur a pris 2 ans au moins pour s'apercevoir de ce qu'était la réalité de l'agression russe en Ukraine. Et ils ont oublié que cette agression russe en Ukraine avait commencé en 2014. Et que cette agression russe en Ukraine était liée au fait que le président américain de l'époque n'avait pas respecté aussi tous les engagements qu'il avait dit qu'il ferait. Donc, on se retrouve aujourd'hui dans une situation où 2 ans après ce conflit, on a fait beaucoup. Il y a eu une unité européenne, il y a eu des sanctions, il y a eu des mesures qui ont été prises. Mais on voit que ça ne suffit pas. Et on voit que ça ne suffit pas et qu'il faut donc donner un énième coup de rein pour essayer de faire en sorte qu'on aide vraiment l'Ukraine.
On a donné beaucoup de mots, on a eu, mais les actes ne suivent pas forcément. On a du mal à donner ce que les Ukrainiens demandent, c'est-à-dire des armes. On les donne au compte-gouttes, c'est trop limité. Et on voit bien que l'année 2024 est une année, donc cette 3e année de guerre, est une année qui va se caramboler avec des élections européennes, on en parlera si vous voulez, mais avec une élection américaine où il y a un des candidats qui a d'ores et déjà dit que s'il arrivait au pouvoir, ça serait peut-être plus comme avant. Or, la défense européenne, pour beaucoup d'États, pas la France, mais pour beaucoup d'États, c'est le parapluie américain de l'OTAN. Mais si les Américains sont plus là et qu'ils se réveillent que le 5 novembre ou le 21 janvier 2025, ça sera trop tard. Donc, c'est pas en effet que Emmanuel Macron veut faire des choses. Il dit « je n'exclus rien ». Aujourd'hui, la première chose qu'il faut, c'est délivrer des armes, renforcer notre soutien. L'Europe l'a fait, mais les Américains sont toujours enquistés au Congrès. Et c'est ça, est-ce qu'on se donne les moyens de vraiment gagner cette guerre, qui est une guerre qui est non seulement contre les Ukrainiens, mais contre les valeurs que nous défendons, et que si en effet nous ne le faisons pas, eh bien nous serons coupables d'être faibles. Nicolas Tenzer, on l'a vu dans le sujet, l'Ukraine perd du terrain après 2 ans de guerre. En tout cas, la Russie accentue la pression sur le front. Est-ce que c'est synonyme d'un échec de l'aide occidentale actuelle? Elle ne va pas assez loin. Est-ce qu'Emmanuel Macron a eu raison lundi soir de dire qu'il y avait une possibilité d'aller encore plus loin? Alors, oui, sur les 2 points. D'abord parce que à peu près 30% des armes qui avaient été promises à l'Ukraine sont arrivées. Donc ça veut dire qu'à peu près 70% ne sont pas arrivés. Que ensuite les Occidentaux n'ont pas livré suffisamment, certains pas du tout d'ailleurs, des missiles à longue portée. On le voit avec la position du chancelier Scholz, qui veut toujours pas livrer les Taurus, qui seraient particulièrement utiles à l'Ukraine. Les Américains n'ont livré que 20 ATACMS, des missiles de longue portée, alors que tous les généraux américains disent qu'ils pourraient en donner au moins 300 sans dégarnir leur stock. Donc le président de la République a dit des choses très justes. Aujourd'hui, il faut évidemment donner beaucoup plus d'armes, et je suis très heureux qu'il ait accepté, comme les autres Européens, de répondre à la proposition du président tchèque, Pavel, d'acheter à peu près 800 000 obus qui sont à disposition à travers le monde. Ça, c'est une très bonne chose. Mais il est clair qu'aujourd'hui, ça ne suffira pas. Qu'il y a un certain moment où il faudra envisager, et il a brisé, comme vous le disiez au début, un tabou, mais il a bien fait de le faire, il faudra envisager d'aller beaucoup plus loin, il faut un saut qualitatif. C'est quelque chose que personnellement, je dois dire, la proposition d'Emmanuel Macron, que je défends, que je soutiens depuis plus d'1 an. Je l'ai écrit dans le livre auquel vous faisiez allusion notamment, dans de nombreux articles, de nombreuses interventions. Je crois qu'il faut absolument envoyer un signal beaucoup plus fort à la Russie. Et ça passe par des hommes sur le terrain ? Alors, soyons parfaitement clairs. Ce dont parlait Emmanuel Macron, ce ne sont pas des troupes qui vont aller combattre directement pour libérer le Donbass et la Crimée. Non, et pour l'instant, il ne s'agit pas de cela. En tout cas, ce n'est pas du tout dans l'esprit du président de la République. Il s'agit plutôt de faire 2 choses. D'abord, d'envoyer des troupes pour sécuriser les zones qui ont été libérées, pour donner un signal à la Russie de dissuasion, parce qu'on sait très bien que si les Russes frappent des troupes des pays membres de l'OTAN, eh bien, ces pays-là peuvent invoquer l'article 5, et je pense que la Russie n'ira pas jusque-là. Et deuxièmement, pour un certain nombre de missions beaucoup plus ponctuelles, mais qui ne sont pas du tout du même ordre, par exemple, aide au déminage, formation, aide en matière de cybersécurité, etc. Donc ça ne signifie pas forcément envoyer des hommes sur le front. Oui, je pense qu'il y a beaucoup, je termine juste une seconde là-dessus, vous avez tout à fait raison, il y a beaucoup de désinformation intentionnelle qui imagine effectivement qu'on va envoyer des jeunes Français comme ça combattre, qu'on va arriver à une nouvelle conscription. Ça, effectivement, c'est ce qu'agite l'extrême droite, en particulier une partie de l'extrême gauche, et je pense qu'on en parlera après, tout à fait nuisible. Renaud Girard, il faut aller plus loin dans l'aide à l'Ukraine. Il avait raison, Emmanuel Macron, d'adresser un signal à la Russie lundi soir? Je pense qu'il avait d'ailleurs exprès convoqué une conférence de soutien à l'Ukraine à Paris, au moment même où les États-Unis, pour des raisons, je veux dire, institutionnelles, aussi par l'opposition du parti républicain qui tient la Chambre des représentants et qui veut privilégier la défense de la frontière américaine par rapport contre l'immigration illégale sur l'aide à l'Ukraine,
Emmanuel Macron voulait donner un soutien fort, et je crois que ça a réussi, en disant l'Europe continue à vous aider, considère que cette agression est inacceptable, puisqu'après tout, la Russie avait librement accepté l'indépendance de l'Ukraine en 1991. Personne n'avait forcé la Russie à l'accepter. Elle a négocié d'ailleurs, ça a été négocié par 2 présidents élus au suffrage universel à l'époque, en 1991. Mais, alors, effectivement, dans la méthode, il y a quelque chose d'assez curieux à réunir, si vous voulez, une conférence, et ensuite à ne pas... quand on fait une conférence, ensuite, il y a des décisions communes. Et ensuite, faire en sorte de cavalier seul et de présenter, puisque c'était quand même une conférence de presse pour expliquer ce qui s'était fait à Paris, avancer des mesures qui n'avaient pas été acceptées par les autres Européens. En fait, de quoi ont peur les Européens? Mais ils ont peur qu'un conflit local, parce que finalement, le Donbass, la Crimée, c'est un conflit local, dégénère en guerre mondiale, comme on a eu d'ailleurs. Ils ont peur de devenir co-belligérants. Par exemple, on a eu, si vous voulez, en 1914, une affaire, c'était l'Autriche-Hongrie qui avait colonisé, assez bien d'ailleurs, colonisé la Bosnie-Herzégovine. Et il y avait dans la Bosnie-Herzégovine certains Serbes qui n'étaient pas contents de cette colonisation de la Bosnie. Et cela a provoqué, par le jeu des alliances, une guerre mondiale où un Français sur deux, jeune Français sur deux, est mort. Mais le paysan qui a donné sa vie pour défendre le territoire français, il ne savait même pas où était Sarajevo. Il n'avait même jamais entendu parler. 99% des Français n'avaient pas entendu parler de ça. Donc, le danger, c'est ça. Et effectivement, c'est vrai qu'il y a eu des interprétations malicieuses de la parole du président de la République. Peut-être qu'il aurait... Parce qu'il répondait à une question lundi, il n'a pas dit... Mais il aurait peut-être dû se taire, parce que s'il veut faire... Peut-être que, vous savez, dans la guerre, parfois, il faut garder le silence. Peut-être que Emmanuel Macron parle un tout petit peu trop, par exemple. Si vous voulez envoyer des démineurs, vous pouvez très bien envoyer des démineurs, vous n'avez pas besoin de le clamer sur tous les tons. Et c'est ça qui fait peur aux gens. C'est-à-dire que on ne veut pas... on ne veut pas la Troisième Guerre mondiale, on ne veut pas que la France, évidemment, fasse la guerre, qui est une puissance nucléaire, à la Russie, qui est une puissance nucléaire aussi. Ceci dit, je pense que ça a été rappelé ici, on a eu raison de le rappeler, c'est quand même pas ce qu'a dit Macron. Il n'a pas dit « je veux faire la guerre à la Russie ». Et lui-même, d'ailleurs, on peut le féliciter pour ça, a fait tous les efforts diplomatiques qu'il pouvait, juste avant le début de cette guerre, pour essayer d'empêcher cette invasion qui reste quand même une grave erreur de la Russie, grave erreur de la Russie contre l'Ukraine, mais grave erreur de la Russie contre elle-même aussi. Richard Verly, est-ce qu'il a été trop loin, Emmanuel Macron, avec cette réponse lundi soir, quand on voit la réaction des Européens, aussi la réaction des États-Unis, qui disent non, on n'enverra personne, pas un seul homme en Ukraine. Et on comprend aussi cette peur que ça a pu susciter dans les opinions publiques. Alors, je crois que ça dépend du critère que l'on emploie pour juger ce qu'a dit Emmanuel Macron. Si on regarde le fond de la crise qui se déroule en Ukraine et la nécessité de tenir tête à Vladimir Poutine, éventuellement par tous les moyens, le président français a eu raison de dire que ce débat est ouvert, qu'il n'y a pas consensus. Et d'ailleurs, je crois que pendant cette conférence, donc avant son intervention, la question avait été évoquée. Donc il n'est pas sorti en évoquant quelque chose dont personne n'aurait discuté. Donc sur le fond, comme souvent d'ailleurs avec Emmanuel Macron, il y a peut-être une bonne compréhension des enjeux. Par contre, la chorégraphie depuis sa prise de parole, elle est désastreuse. C'est-à-dire que d'abord, la prise de parole elle-même était assez alambiquée. Il aurait pu commencer en disant simplement « il n'y a pas consensus sur l'envoi de troupes pour faire la guerre à la Russie ». Et ensuite, il aurait déroulé. Il ne l'a pas dit comme ça. Il l'a dit de manière plus compliquée, et ce qui a sans doute facilité les interprétations. Et la deuxième chose, c'est regarder la chorégraphie depuis au niveau européen. Ce n'est que des niettes, no, non, etc. Et ça, c'est quand même désastreux pour la France. Donc, autrement dit, Emmanuel Macron est peut-être un très bon analyste de la situation ukrainienne, mais
comme commandant en chef, entre guillemets, si telle est sa volonté d'être un peu le commandant en chef d'une Europe puissance, pour l'instant, c'est sacrément raté. Justement, on va partir à Berlin pour retrouver Marie Panetra. Berlin, où les propos d'Emmanuel Macron ont eu plutôt du mal à passer, hein, Marie. Oui, tout à fait, parce que clairement, pour les Allemands, le président français est allé trop loin. C'est ce qui ressort en tout cas des réactions, notamment dans la presse, avec par exemple le quotidien Frankfurter Allgemeine, qui a titré « Il ne peut pas être sérieux » en parlant du président Emmanuel Macron. Et la réaction qui a été la plus commentée, c'est celle du chancelier Olaf Scholz, puisqu'il a, dès hier et au lendemain de la prise de parole d'Emmanuel Macron, rappelé sur X, le réseau social, qu'il n'y aurait aucune troupe de pays européens ou de l'OTAN envoyée en Ukraine. Il a d'ailleurs rappelé cela dans une vidéo officielle il y a une petite demi-heure. Et au sein de la classe politique allemande, c'est le même son de cloche, avec parfois des réactions très fortes. L'ancien député européen Fabio De Masi, en lice pour les élections européennes de cette année, considère même que les déclarations du président français sont très dangereuses et pourraient même conduire à la guerre nucléaire. Un autre parle de risque de troisième guerre mondiale. Mais en même temps, le tollé suscité par ces propos n'est pas très étonnant, puisque des soldats au sol, c'est véritablement une ligne rouge pour l'opinion publique allemande et pour le chancelier Scholz, et ce depuis le début de la guerre. C'est d'ailleurs la raison qu'il avance également pour refuser l'envoi des missiles Taurus, pour effectuer la maintenance et la logistique de ces missiles de longue portée. Il faudrait, là aussi, selon lui, des soldats allemands sur le sol ukrainien. Merci beaucoup, Marie Panetra. Depuis Berlin, on a vraiment le sentiment que le fossé se creuse entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz sur ce dossier ukrainien. Est-ce que ça ne risque pas de faire le jeu, justement, de Vladimir Poutine ? De toute façon, la relation franco-allemande va mal, j'allais dire, depuis que Scholz est arrivé au pouvoir. Donc, cherchez l'erreur. Donc ça, c'est encore une illustration. Oui. Bon, alors bien entendu, il y a des réunions, il y a des rendez-vous qui ont lieu, tout ne va pas mal dans la relation franco-allemande, mais quand on fait une histoire de relation franco-allemande depuis 1963, clairement, c'est pas la période faste de la. Il faut dire que le chancelier Scholz est à la tête d'une coalition qui ne fonctionne pas bien, où il n'y a pas de majorité. Ils ont eu des gros problèmes financiers à la fin de l'année, et les finances en Allemagne, on sait ce que c'est, et donc ils sont un peu gênés aux entournures. Alors ils sont gênés aux entournures, mais enfin, ils se targuent soi-disant d'être ceux qui envoient le plus de matériel. Ils ont un institut à Kiel qui le rappelle tous les 4 matins. Sauf que voilà, quand il s'agit de donner des casques, pas de problème, de faire des choses comme ça. Mais en effet, le missile Taurus, pourquoi ne le donne-t-il pas? Et vous dites, il faudrait qu'en effet, il y ait des militaires allemands qui soient sur le terrain pour pouvoir en effet vérifier que le matériel est bien utilisé. Donc, quelque part, s'il veut gagner la guerre contre l'Ukraine, il faut bien qu'il donne ce matériel. Et c'est là qu'on rejoint ce qu'a dit le président, qui ne sont pas des troupes. On n'a jamais dit qu'il y ait des soldats. C'est éventuellement des gens. Il y en a déjà. Donc Richard les a peut-être vus, mais il y en a déjà. Donc c'est un secret de polichinelle. Les gens sont déjà sur place. Donc ce serait juste officialisé. Voilà, il y en a déjà. Alors bien entendu, on ne le dit pas parce que ou c'est des forces spéciales ou c'est des forces secrètes, ou c'est des gens qui font de la formation. Mais en effet, si on donne des F-16, il faut bien former les pilotes, etc. Ils ne peuvent pas tout venir ici. Donc, mais si le chancelier qui dit en effet haut et fort, il faut clairement assurer la victoire de l'Ukraine parce que sinon, c'est après, Vladimir Poutine ne s'arrêtera pas là. Et on voit bien déjà aujourd'hui la Transnistrie, rien que la Transnistrie aujourd'hui, hein, ça commence. Hein, donc, vous voyez, donc il y a des tas de signaux. Demande la protection du Kremlin. Il y a des tas de signaux. Donc, si on continue à se cacher les yeux, à rien vouloir entendre, à ne pas parler, on va au de graves désillusions. Donc, le chancelier allemand va se réveiller un 4 matin. Il a tout misé sur les Américains. Si les Américains lui rappellent que il faudra qu'il se débrouille sans lui la prochaine fois, il va se retrouver un petit peu désarmé, c'est le cas de le dire. Et donc, Emmanuel Macron, il a voulu un peu provoquer, peut-être, il s'y est mal pris, mais il a voulu provoquer en disant c'est maintenant
ou jamais. Si on ne le fait pas maintenant, demain il sera trop tard, et ne venez pas dire après que je ne vous avais pas prévenu. Parce qu'à force de dire on n'interviendra pas, premier signaux qu'on envoie de la Vladimir Poutine, on n'enverra pas d'hommes, on ne veut pas la troisième guerre mondiale, grosso modo on dit à Poutine tu fais ce que tu veux, finalement ça ne nous intéresse pas trop. On est, comme l'a dit quelques personnes là déjà, on n'est pas prêt à mourir pour le Donbass, mais personne n'est prêt à mourir pour le Donbass. Sauf que si on veut que l'Ukraine soit gagnante et que Poutine n'aille pas plus loin dans ses revendications sur ce qu'était il faut lui en donner les moyens avec les Baltes. Il faut se donner les moyens et surtout avoir la clairvoyance que c'est pas des autres qu'il faut dépendre, c'est de nous. Et c'est de nous qu'il faut, en effet, tous les Européens, faire quelque chose pour qu'on puisse aider ce pays qui est notre voisin. Les Américains, ils sont loin de l'Ukraine. Nicolas Tenzer, vous vouliez réagir à ce que disait Pascal Joannin? Oui, d'abord pour dire que je suis évidemment complètement d'accord avec ce que Pascal a évoqué à l'instant. Je pense que c'est effectivement le vrai sujet. Je voudrais revenir quand même sur deux choses, parce que dans le discours qu'on entend, notamment les arguments en Allemagne que certains ont évoqués, tout le discours sur la Troisième Guerre mondiale, le risque d'une guerre nucléaire, tout ceci, ce sont des récits dont on connaît l'origine, le Kremlin. Et tous ceux qui répètent à satiété ce type de discours font, volontairement ou non, le jeu de Moscou. Parce que c'est précisément l'argument que Poutine emploie depuis très longtemps, qui vise à nous dissuader, qui vise à prévenir toute action, et c'est extrêmement dangereux. Moi, je m'aperçois, discuter avec un certain nombre d'Allemands, je dirais de partis notamment d'opposition, ou des Verts également, qui sont dans la coalition, qui, eux, ne sont pas du tout choqués par la proposition du président de la République. D'ailleurs, on a vu aussi aux États-Unis un certain nombre, notamment les officiels, réagir parce que tout simplement, ils ont peur d'aller trop loin dans un engagement. Parce que si nous avions des troupes là, évidemment, les pays attaqués, s'ils l'étaient par la Russie, pourraient évoquer l'article 5 du traité de Washington, du traité de l'OTAN. Mais je vois beaucoup d'Américains qui trouvent que Biden est beaucoup trop mou, beaucoup trop peu allant dans le soutien à l'Ukraine avec trop peu d'armes, dire mais non, c'est la bonne proposition, et qui trouvent que c'est vraiment la proposition qu'il fallait mettre sur la table pour stimuler. On comprend les réactions, mais on va voir, dans 15 jours, vous allez avoir une réunion des ministres de la Défense exactement du même format, vous allez avoir des discussions qui vont continuer, et je suis certain que petit à petit, on va y aller. Rappelez-vous, au début, on disait ah non, pas de chars. Et tous ceux qui disaient il faut des chars, non, surtout pas, des chars lourds, vous savez, l'histoire sur les léopards. Et puis il faut surtout pas d'avions, et puis il faut surtout pas de missiles à longue portée, et puis il faut surtout pas attaquer la Russie, alors qu'en vertu de l'article 51 de la Charte des Nations Unies, n'importe quel pays en soutien de l'Ukraine, et l'Ukraine bien sûr elle-même, peuvent attaquer des forces militaires et des infrastructures qui servent à la guerre russe contre l'Ukraine sur le territoire russe. Puis il y avait la ligne rouge de la Crimée. On a frappé la Crimée. Donc il y a un moment où si l'on veut véritablement dissuader Poutine, il faut le faire. Il faut s'en donner les moyens. Jusqu'à présent, depuis 24 ans, c'est Poutine qui a déterminé en quelque sorte l'ordre du jour. Avec la proposition du président de la République, on montre que nous aussi maintenant, nous pouvons déterminer l'ordre du jour et créer cette ambiguïté stratégique qui peut nous donner l'avantage. Richard Verly, ceux qui crient à un risque de troisième guerre mondiale, ils servent la propagande du Kremlin aujourd'hui ? Moi, personnellement, non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il faut entrer dans cette logique où quiconque serait prudent ferait le jeu de Vladimir Poutine. La prudence, c'est quand même aussi une vertu diplomatique et stratégique. Alors bien évidemment, pardonnez-moi, en tant que Suisse, dire cela, ça va attirer un peu les colibés parce qu'on connaît l'attitude de la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale, dont acte. Mais non, moi je crois que la prudence, elle fait partie des critères qu'on doit prendre en compte lorsqu'une crise survient. Et puis un petit désaccord quand même par rapport à ce que dit Pascal. Bien évidemment, Emmanuel Macron peut dire ce qu'il veut. Il est le président de la France, d'une puissance nucléaire, et il avance un certain nombre de pions qui sont cohérents par rapport à sa lecture de la crise. Mais s'il veut que ce soit l'Europe qui bouge, s'il veut que ce soit un projet européen, eh bien dans ce cas, qu'on aime ou pas Olaf Scholz, on doit travailler avec lui et on doit l'embarquer. Qu'on aime ou pas les autres pays qu'on juge trop lents, on doit les embarquer. Donc la vraie question, c'est celle de la capacité d'Emmanuel Macron, au-delà du déclaratif, au-delà du soubresaut, d'embarquer et de fédérer. Or, là, aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, peut-être que ça aura changé dans 15 jours, et peut-être que la réponse est essentiellement aux États-Unis, comme l'évoquait Renaud, mais aujourd'hui, Emmanuel Macron ne fédère pas. Donc, il fait le jeu de qui ? Pardonnez-moi,
plutôt de Vladimir Poutine qui se gausse de la désunion européenne. Et en même temps, Renaud Girard, est-ce que cette désunion européenne, ce désaveu après ces propos d'Emmanuel Macron, ça n'est pas aussi le signe de la faiblesse de l'Europe aujourd'hui face à la Russie? Est-ce que ça n'envoie pas ce message à Vladimir Poutine? Emmanuel Macron dit ça lundi, et puis après tout le monde derrière dit non, on n'enverra personne sur place, on va continuer juste à livrer des armes. Je crois que Emmanuel Macron fait preuve d'une bonne analyse, ça a été dit, de la situation sur le terrain en Ukraine, fait preuve de courage, c'est-à-dire il ose dire des choses qui ne sont pas forcément, qui sont nouvelles, etc. Mais il ne fait pas de la bonne diplomatie. Là, il y avait un sommet. Un sommet, ça s'appelle, c'est de la diplomatie. C'est-à-dire, il s'agit de mettre les gens autour de la table et de les mettre d'accord. Donc, quand ils sont d'accord pour quelque chose, vous savez, quand on conclut une conférence, on a une conclusion, il faut la défendre ensuite, parce que c'est le pays hôte. Demain ou après-demain, si Emmanuel Macron veut réunir à nouveau une conférence des chefs de gouvernement d'État européens, je ne suis pas sûr qu'ils vont venir. Ils vont décliner. Et ça, c'est un grand problème. La diplomatie, ça compte. Ça compte d'autant plus que je ne suis pas du tout sûr que la France, aujourd'hui, militairement, soit la puissance qu'on a l'air de lui donner, qui peut s'en prendre directement, ou qui laisse entendre qu'elle pourrait s'en prendre directement à la Russie. Je sais ce que nos généraux ont dit sur l'état de nos munitions, donc peut-être que avant de parler comme ça, peut-être qu'il faut peut-être renforcer les capacités passer une économie de guerre, militaire française. Mais là, je pense qu'en fait, Emmanuel Macron a sapé ses efforts antérieurs, parce que Emmanuel Macron a dit attention, on ne peut pas compter sur l'Amérique. Il a raison. L'Amérique, par exemple, elle nous a complètement laissé tomber en 1940, même dès 1920. C'est-à-dire que l'Amérique, elle a négocié le traité de Versailles, et ensuite elle a dit, ah ben non, finalement... Mais là, surtout si Donald Trump l'emportait en novembre prochain... Voilà. Et donc, mais lui, Macron, il veut une Europe puissance. Ben, une Europe puissance, ça se fait avec qui? Ça se fait avec les autres pays européens. Ça se fait avec les Anglais qui lui ont dit non, ça se fait avec les Allemands qui lui ont dit non, ça se fait... Voilà. Et là, ça s'appelle de la diplomatie. Donc, quand on est chef d'État, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Et il y a des règles diplomatiques et même des règles de courtoisie par rapport aux chefs d'État et de gouvernement qu'on a invités à appliquer. Sur le fond de l'analyse, son analyse est bonne. Pascal Joannin, je vous laisse réagir et puis après on va partir à Kiev. D'accord. Non, c'était juste pour dire à Renaud, qui est un vieux routier de la diplomatie, que c'est pas la première fois qu'un président dit des choses qui nous sont reprochées. Rappelez-vous, Jacques Chirac, ils auraient mieux fait de se taire. Ça n'a pas empêché, après d'autres trucs... À un moment donné, les intérêts sont prioritaires. Donc là, en effet, il y aura une petite, peut-être, mais il n'y aura pas une brouille. Ils vont se retrouver au Conseil européen dans 3 semaines. Et puis, de toutes les façons, voilà, il y a pas. Et puis, on a suffisamment reproché à Emmanuel Macron pendant un moment d'être un petit peu trop pro-Poutine en voulant discuter, alors que les autres lui disaient mais tu fais pas assez. Donc voilà, ils sont jamais contents parce qu'en effet, on est un pays qui a une position particulière, etc. Et qu'en effet, pour arriver à s'entendre, il faut mettre des efforts, mais je pense qu'on va y arriver. Mais ça ne va pas. Cet épisode, en tout cas, selon moi, ne va pas faire progresser l'autonomie stratégique de l'Europe qu'Emmanuel Macron appelait de ses voeux. On va partir tout de suite en Ukraine, à Kiev, voir comment ont été perçus cette semaine les propos d'Emmanuel Macron. Emmanuel Chaz, bonsoir. Pour l'instant, à Kiev, est-ce qu'on croit à une possible intervention de troupes occidentales sous quelque forme que ce soit ? Eh bien, écoutez, ici, en tout cas au niveau de la population, les propos d'Emmanuel Macron ont surpris. Les Ukrainiens, en fait, ne s'y attendaient pas. Quand j'ai pu parler avec certains d'entre eux, ils m'ont demandé si je pensais qu'effectivement la France allait envoyer des troupes. Donc, c'était la surprise au sein de la population et au sein du gouvernement. Il y a eu des réactions plutôt mesurées. On ne parle pas directement de l'envoi de troupes, mais en tout cas, on salue l'annonce d'Emmanuel Macron d'une coalition pour
les missiles. Et le président Zelensky a même ajouté que chaque initiative dans le monde qui renforce l'Ukraine, eh bien en fait c'est une initiative qui pourra également renforcer le monde lui-même, renforcer à l'international. Il y a son conseiller Mikhailo Podolyak qui lui explique que chaque discussion qui entraîne l'augmentation, l'expansion ou le changement des formats d'aide déjà en place, eh bien, sont accueillis comme une excellente nouvelle ici à Kiev. Et enfin, le ministre des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a lui parlé d'une initiative française qui était significative en parlant de l'augmentation de la décision donc d'envoyer, de former cette coalition pour envoyer plus de missiles de moyenne et de longue portée. Il s'en félicite puisqu'on sait qu'ici en Ukraine, ce qui fait cruellement défaut, eh bien, ce sont les munitions en ce moment même sur la ligne de front. Alors les Ukrainiens, certes, ils se réjouissent des déclarations du président français, des autres alliés de l'Ukraine, mais surtout ils attendent que les armes déjà promises soient livrées. Merci beaucoup Emmanuel Chaz en direct de Kiev. Richard Verly, vous revenez d'Ukraine, vous vouliez réagir justement. Oui, il y a un élément qui personnellement m'interroge, c'est est-ce qu'il n'y a pas dans la déclaration d'Emmanuel Macron et la manière dont il l'a faite aussi un lien avec la situation sur le terrain. La situation sur le terrain est mauvaise pour l'armée ukrainienne en ce moment. L'armée russe, on l'a vu, ça a été montré, est en train de progresser. Pas de manière absolument énorme, mais quand même. Il y a eu la prise d'Avdiivka. Si le front à un endroit venait à être percé par les Russes, c'est-à-dire si vraiment il y avait un début de basculement stratégique, est-ce qu'à ce moment-là, les choses ne s'accéléreraient pas et est-ce que les paroles d'Emmanuel Macron ne deviendraient pas en quelque sorte un peu prophétiques? Ça, je ne peux pas m'enlever de la tête cette idée que peut-être le président français a dit ça aussi par rapport à une situation dont tout le monde sait au niveau européen qu'elle est en train de se dégrader et les Ukrainiens n'ont, semble-t-il, pas les moyens d'endiguer cette poussée russe parce que les lignes de défense qu'ils devaient reconstituer, notamment autour d'Avdiivka, n'ont pas été reconstituées comme elles auraient dû l'être. Mais est-ce que livrer, Nicolas Tenzer, davantage d'armes, ou aller plus vite en tout cas dans les livraisons d'armes, va suffire à changer la situation sur le terrain ? Aujourd'hui, on voit que le rapport de force, il est favorable à Moscou. Alors, je pense que c'est effectivement dans ce contexte que s'inscrit la déclaration d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut livrer plus d'armes, il faut livrer plus de munitions, il faut passer véritablement à une économie de guerre qu'Emmanuel Macron annonçait d'ailleurs dès le 13 juin 2022 dans son discours à Eurosatory. Et ça n'a pas été suivi d'effet, dans aucun pays de l'Union européenne d'ailleurs. Donc ça, il faut le faire, mais on sait très bien que les effets, par définition, vont être beaucoup trop lents, en raison même du retard des Européens. Parce que tout ceci, il aurait fallu le faire, de même que la livraison des armes à longue portée, des avions, etc. Bon, avec le petit délai de formation, ça aurait dû être fait et décidé, en tout cas dans son principe, beaucoup plus tôt. Mais là, ce qu'a voulu faire Emmanuel Macron avec sa proposition, c'est aussi dramatiser. Parce que précisément, il y a ce risque, effectivement, qui a été très justement évoqué, un risque, bien sûr, en Ukraine, mais aussi parce que, petite précision, pour moi, ce n'est pas du tout un conflit régional. On est dans un conflit global. Ce n'est pas une guerre de territoire. C'est une guerre totale de la Russie contre l'Ukraine, contre la population ukrainienne. C'est une guerre d'extermination, génocidaire même. Mais c'est aussi une guerre contre l'ensemble des pays occidentaux. Et on sait très bien que même au-delà des pays baltes qui pourraient être les prochains visés par une attaque russe ou la République tchèque ou la Pologne, derrière, c'est la déstabilisation de l'Occident qui est en cause. Et donc aujourd'hui, il y a une volonté de dramatisation. D'ailleurs, cette anxiété, on l'aperçoit dans l'ensemble des capitales européennes, y compris Berlin d'ailleurs. Y compris Berlin. Je pourrais citer par exemple le discours du ministre de la Défense allemand, Pistorius, il y a encore 2-3 semaines, en disant « nous devons nous réarmer de manière à pouvoir dissuader la Russie de nous attaquer parce que c'est un véritable danger ». Donc si ce n'est pas une parole forte quand même d'un représentant important allemand, qu'est-ce que c'est? Donc je crois qu'il y a cet élément-là et ouvrir aujourd'hui le champ des possibles, briser un peu effectivement les lois de la diplomatie classique qu'évoquait Renaud Girard tout à l'heure, c'est peut-être à un certain moment le meilleur moyen de secouer les choses. Et préparer les opinions peut-être et de préparer les opinions. Mais alors effectivement, il faudrait sans doute le faire de manière beaucoup plus précise, savoir ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, qu'est-ce que ça signifie cet envoi de troupes, je l'évoquais tout à l'heure, pourquoi faire, etc. Préciser ça, les il choses. faut être évidemment le faire pour ne pas non plus arriver à ce que des gens reprennent ce slogan
scandaleux, hein, parce que mourir pour le Donbass, qu'on entend parfois sur certaines chaînes, c'est quand même rappeler la tribune fameuse de Marcel Déat de 1939, mourir pour Danzig, et on sait très bien que Déat était un collaborateur. Et justement, Emmanuel Macron, il a été désavoué, on vient de le voir, par ses partenaires européens, par les États-Unis aussi, et en France, il a aussi déclenché l'ire des oppositions, notamment du Rassemblement national. On va écouter justement cette passe d'armes hier, c'était à l'Assemblée entre Marine Le Pen et Gabriel Attal, le Premier ministre. Emmanuel Macron a franchi une étape supplémentaire vers la co-belligérance, faisant planer un risque existentiel sur 70 millions de Français. Si vous aviez été élue en 2022, Madame Le Pen, on ne serait pas en train de fournir des armes aux Ukrainiens pour se défendre, on serait en train de fournir des armes à la Russie pour écraser les Ukrainiens. C'est ça la réalité, c'était dans votre programme. Finalement, cette déclaration d'Emmanuel Macron, c'est aussi une bombe lâchée sur l'échiquier politique français à l'approche des européennes. C'est une arme politique qu'Emmanuel Macron et Gabriel Attal vont utiliser pendant les semaines qui viennent contre les deux formations qui sont dans leur viseur, c'est-à-dire la France insoumise d'un côté et surtout le Rassemblement national, parce qu'il n'y a pas beaucoup, il faut le reconnaître, d'autres arguments électoraux en ce moment pour la majorité présidentielle. Donc celui-là, ils vont le canonner, si je peux me permettre l'expression, contre le Rassemblement national. C'est l'expression utilisée par Gabriel Attal qui va sans doute revenir et revenir. Vous êtes l'armée de Poutine. Oui, c'est ce qu'il a dit hier Gabriel Attal. Renaud Girard, ça remet un coup de projecteur sur les incohérences du Rassemblement national en France vis-à-vis de la Russie? Oui, alors, parce qu'il y a eu la visite de Marine Le Pen en Russie. C'était, je crois, en 2018. C'était avant la guerre, bien sûr, mais alors qu'il y avait déjà une situation un peu tendue, ou en 2019 peut-être, je ne sais plus. Il y a eu ça. Il y a le fait aussi que... Alors, Jordan Bardella, lui, n'a pas l'air d'être sur cette ligne. Alors, vous me direz, il est plus jeune, il n'a pas fait de voyage en Russie, il est plus sur une ligne vraiment nationale, quoi. Le débat national. Mais effectivement, il y a eu, en tout cas chez certains partisans du Rassemblement national, une sorte de mythe de Vladimir Poutine qui serait le défenseur de la chrétienté, si vous voulez, qui serait rejeté par l'Occident, qui autorise toutes les dérives LGBT, etc. Alors là, on peut s'inscrire en faux parce que qu'est-ce que c'est que ce christianisme qui autorise les prédations? Qu'est-ce que c'est que cette attitude chrétienne où on refuse, dans le cas de Navalny, de donner à sa mère le corps de son fils? L'assassinat d'un homme sans défense, je parle d'Alexei Navalny, qu'on a transféré dans le cercle arctique, ne fait pas partie des vertus chrétiennes. Et donc là, ça va être très difficile. Et effectivement, je pense que le Rassemblement national est faible sur ce flanc-là. Et je pense qu'il faudra j'imagine qu'il va sans doute un peu changer de discours parce que, comme l'a très bien dit Richard, il va être attaqué. Et vous avez vu Attal, comme un bon chien de chasse, il sentait sa proie, là. Il a dit, voilà... Il a dit, vous êtes des soldats déjà de Vladimir Poutine en France. Alors que les propos de Marine Le Pen étaient plutôt modérés, elle n'a pas été insultante, mais là, il a bien vu qu'il y avait, et évidemment... et c'est d'ailleurs sans doute pour ça qu'il a été si jeune et avec si peu d'expérience, parce que c'est quand même la réalité sur Gabriel Attal, c'est sans doute pour ça qu'il a été mis Premier ministre, c'est pour préparer ces élections européennes, pour éviter d'avoir un désastre électoral, et face à qui? Pas face à Marine Le Pen, face à Jordan Bardella, qui est entré dans les personnalités les plus populaires des Français. Ce soutien à l'Ukraine, il va être au cœur de la campagne pour les européennes, en France, mais pas seulement? Alors, je pense que c'est la ligne de partage fondamentale dans l'ensemble des pays européens, au-delà d'autres débats qui sont des sujets de clivage normaux. Il y a une lassitude dans certains pays, après 2 ans de guerre aussi. Bien sûr, mais on s'aperçoit d'ailleurs que dans l'ensemble des pays européens, à quelques exceptions près, le soutien à l'Ukraine reste
très majoritaire, que le danger d'ailleurs perçu par la Russie aujourd'hui, après tant d'années, l'alerte a été un peu longue à se faire entendre, hein, malgré tout, pour ceux qui la signalent comme moi, comme d'autres depuis plus de 15 ans, je veux dire, le temps a été long. Mais il y a quand même une conscience, y compris d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir dans les sondages que la plupart des électeurs du Rassemblement national ou d'Éric Zemmour, qui sont quand même très proches de la Russie, hein, parce que au-delà de tout ce que Renaud Girard a rappelé, il faut voir par exemple que le Rassemblement national au Parlement européen, y compris Jordan Bardella, n'a voté aucune des résolutions qui visaient directement la Russie. Toutes les résolutions concernant la lutte contre les ingérences étrangères, le Rassemblement national ne les a pas votées. Donc, je veux dire, il y a quand même un certain nombre de signaux, au-delà du discours, du prêt bancaire, dans le temps, vous vous rappelez, au Rassemblement national, etc., qui indiquent quand même la proximité forte de ce parti avec la Russie. Et même encore récemment, Jordan Bardella, je dirais, avait eu quand même beaucoup de mal, je dirais, à désigner clairement, même Alexeï Navalny, comme la victime d'un assassinat, ce qui est quand même la réalité crue. Donc, faisons très attention. Mais on s'aperçoit que ces électeurs-là, malgré tout, perçoivent ce danger. Sauf que le problème, c'est que dans la hiérarchie de vote, si vous voulez, les motifs de vote, pardon, des électeurs du Rassemblement national, ils vont mettre en premier les questions d'immigration, les questions de sécurité, etc., ou de pouvoir d'achat, etc., de même, d'une certaine manière, pour la France insoumise, avec le pouvoir d'achat, la lutte contre le capitalisme, ou que sais-je encore, et que même s'ils sont convaincus que la Russie est un danger, ça ne va pas être une motivation suffisante pour s'éloigner de leur leader. Pascal Joannin, l'Élysée a promis un débat pour clarifier les choses. Ça sera un moment de vérité pour chaque parti, selon l'exécutif. C'est un peu ce que recherchait Emmanuel Macron aussi avec cette déclaration. Emmanuel Macron, il a comme tout le monde les sondages qui ne sont pas très bons en France pour la majorité qu'il a. Maintenant, moi, je vous dirais que les sondages à X mois des élections ne veulent pas dire grand-chose. Et que je ne suis pas sûre que les citoyens dans aucun pays savent qu'il y a des élections européennes le 9 juin et ne savent pas non plus quels sont les grands courants qui vont... voilà, il n'y a pas de campagne qui a été lancée. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on ne savait pas qui était la tête de liste du parti Renaissance. Donc tout ça était un peu... Voilà. Donc je crois qu'il ne faut pas affabuler, ce n'est pas la priorité. Ce qui est certain, et c'est pas seulement Gabriel Attal, c'est pas seulement un certain nombre de choses, c'est que les accointances du Rassemblement national avec la Russie sont avérées. Et qu'il y a une enquête du Washington Post, et qu'il y a des rapports officiels qui montrent bien les liens de féodalité, si je puis dire un petit peu, du Rassemblement national avec la Russie. Donc, il faudra que le Rassemblement national explique ça, parce que là, pour le coup, c'est un vrai caillou dans leurs chaussures. Un vrai caillou dans leurs chaussures, parce qu'en effet, on va parler sur ces élections européennes, c'est des campagnes nationales de sujets nationaux. On va peut-être pas trop parler malheureusement d'Ukraine, ce que je crains aussi. On va parler beaucoup plus de sujets. Et donc, c'est 27 élections, donc en plus... Mais voilà, il va falloir que le Rassemblement national explique vraiment ce qu'il fait, ce qu'il va faire. Or, Nicolas Tinzer l'a très bien dit, jusqu'à présent, le bilan de Jordan Bardella au Parlement européen, il est député depuis 5 ans et c'est lui qui conduit la liste. Son bilan est catastrophique. Enfin bon, je veux dire, par là, on lui mettrait 0 pointé en disant redoubler. Mais c'est pas redoubler pour être candidat. Donc je veux dire, si c'est pour envoyer des députés européens de cet acabit au Parlement européen, les Français vont être très désillusionnés. Parce que ça veut dire qu'il y aura une masse de gens qui sont des suppôts de Poutine ou des agents d'influence qui seront contre l'Europe. Et dans une perspective avec des élections présidentielles 3 ans après, où en effet, ça risque d'être plus un tir à un coup qui risque de retourner contre eux. Donc là, en effet, il y a une dimension vraiment nationale dans le discours qu'a fait le président de la République. On peut pas l'empêcher. C'est un homme politique, hein, et donc il a vu ça également. Surtout en ce moment, avec la crise des agriculteurs, il a essayé peut-être un peu de changer de sujet. Richard Vernier, un dernier mot. Moi, je ne suis pas du tout sûr qu'on va peu parler d'Ukraine pendant la campagne électorale européenne. J'espère qu'on en parlera. Je pense qu'on en parlera. Je pense qu'Emmanuel Macron, qui est
est la vraie tête de liste de la majorité présidentielle aux élections européennes, fera tout pour qu'on en parle. Et il faut peut-être plutôt s'en réjouir, d'ailleurs, pour le débat sur la sécurité européenne et sur l'Europe puissance, entre guillemets. Par contre, il y a une interrogation, c'est effectivement, Renaud a raison, que va faire le Rassemblement national? Parce qu'en ce moment, ils doivent prendre un virage très vite. Parce que la campagne se précise et ils vont devoir dire quelque chose. Il y a un modèle pour Marine Le Pen, c'est quelqu'un qu'elle n'aime pas, avec lequel elle a beaucoup de difficultés, c'est Giorgia Meloni. Giorgia Meloni est sur les valeurs du Rassemblement national pour toutes les questions domestiques, mais sur l'Ukraine, elle est totalement atlantiste, alignée sur la position occidentale. Est-ce que Madame Le Pen va devenir Madame Meloni? Et on suivra ça. Elle est plutôt amie de Salvini, d'ailleurs. Voilà. C'est ça, on suivra ça. Si elle veut effectivement porter sur ces thèmes, il faudra que Madame Le Pen s'éloigne de Vladimir Poutine. Et elle pourra porter l'amitié classique de la France envers la Russie, envers Moscou, qui a sauvé la France en septembre 1914 ou à Stalingrad en 1943. L'amitié entre la France et la Russie, c'est un thème qui peut être porteur pour elle, mais avec Poutine, après ce qui a été fait en Ukraine et après ce qui a été fait à l'opposition russe, c'est plus possible. Ça paraît compliqué. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre d'être venus ce soir sur ce plateau. Restez avec nous. L'information continue sur France 24.